Bienvenue dans ce module 1 qui s'appelle « Entrer dans la pensée chinoise ». Donc, on va découvrir ensemble déjà des principes, on va dire, de base. Alors, plus que de base, des principes fondamentaux qui vont nous permettre de comprendre à quoi servent les bades œufs. Donc, dans ce module, hop, je vais déplacer ça. Donc, nous allons commencer par nous poser la question de qu'est-ce que c'est que l'efficacité avec une comparaison des visions occidentales et chinoises. Donc ça, on s'appuiera sur François Julien. Et puis, vraiment un principe fondamental qui est l'homme entre ciel et terre. Donc, qu'est-ce que c'est que l'efficacité dans la vision occidentale et la vision chinoise ? Donc, François Julien, dans Traité de l'efficacité, met on va dire, en opposition ou en contraste, plus exactement, deux visions qui sont celles de l'Occident, qu'il appelle le mythe du héros grec, et la vision chinoise qui est plus le mythe le bon général. L'idée, c'est que le général, le héros grec, ici, vous avez une représentation d'Achille qui est en train de piller Troie. Voilà, c'est ce que c'est qu'un héros grec. Effectivement, il emporte une victoire, mais il tue, il détruit, il pille, il faut que ça saigne, il faut que ça brûle. Donc, il y a de la destruction. Mais en tout cas, la réussite est visible, manifeste, écrasante, au sens, effectivement, de la destruction que ça implique. Ici, ce général chinois, il est beaucoup moins, on va dire, il y a beaucoup moins de yang que chez ce héros grec. Il est, en fait, le bon général, c'est celui qui va remporter la victoire sans avoir à livrer bataille. Je vais redévelopper ceci. Donc, deux visions extrêmement contrastées. Ce mythe du héros grec, l'idée, c'est que la réussite est l'honneur. Donc, qui dit réussite dit honneur. Et ça, c'est un point majeur. C'est que si on cherche à réussir, c'est pour que ça se voit et pour être récompensé pour cette réussite. Là, déjà, il y a une première chose qui est un petit peu en différence par rapport à cette pensée chinoise. Ça passe par des efforts et ces efforts se font au prix de destruction. Donc, c'est les images d'Achille à Troie. Avec aussi une citation de Lucide qui est assez illustrative de ça. C'est « à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». Donc, la gloire est bien un critère majeur. Alors, moi, quand je suis rentrée à l'EM Lyon pour mes études, j'ai été très frappée d'entendre assez régulièrement, quand on veut, on peut, c'est une question d'organisation, en particulier quand on me demandait comment vous pensez concilier votre vie de maman et puis votre vie de cadre supérieur. Voilà, on nous apprenait qu'il fallait répondre ça. Quand on veut, on peut, c'est une question d'organisation. Ce qu'il y a derrière cette réponse un petit peu formatée, c'est que notre culture place la responsabilité sur l'individu. Les efforts qu'il fait, sa motivation, ses compétences, son implication, sa capacité de travail, sa disponibilité, puisque là, en l'occurrence, c'était ça, la question vous ne serez pas disponible si on a besoin de vous un samedi soir ou un dimanche. Et ça, je l'ai entendu en entretien. Je pense qu'on l'a toutes entendu. Quand je dis notre culture, c'est un formatage qui est avec lequel on grandit. C'est-à-dire que ça se fait depuis l'école, donc formatage éducatif, que ce soit l'éducation souvent des parents qui induisent aussi ce genre de choses, des instituteurs, des professeurs, des enseignants, quel que soit le niveau auquel ils enseignent. Et puis, c'est aussi un mode de management par exemple, nos systèmes d'évaluation des performances, ils sont calés là-dessus. Est-ce que vous êtes disponible? Est-ce que vous êtes organisé? Est-ce que vous êtes efficace? Est-ce que vous êtes compétent? Est-ce que vous êtes motivé? Donc, tout ça, c'est des choses qui sont, on va dire, source de récompense et d'approbation par ceux qui exercent un pouvoir sur nous, que ce soit les parents ou les managers.
D'autres phrases aussi qui peuvent être souvent entendues, c'est il faut souffrir pour être belle, il n'a pas de goût d'effort, travaille et tu réussiras. Donc ça, c'est souvent les parents qui disent ça. On n'est pas sur terre pour s'amuser, la réussite, ça se mérite, etc. etc. Donc ça, c'est bien évidemment non exhaustif. Donc il y a l'idée là derrière que nous sommes dans la lutte. Alors, il y a un peu dans notre, je pense que ça c'est un peu le mythe de la Genèse, hein, c'est que quand on dit on n'est pas sur Terre pour s'amuser, il y a un peu l'idée de notre arrivée sur Terre, c'est l'idée de la chute. C'est parce que Ève a croqué la pomme, hein, qu'on est dans une situation, on a perdu le paradis en fait, hein. On a perdu le jardin d'Éden, hein. Donc il y a un petit peu cette idée d'une rédemption qui doit passer par la souffrance, hein, que ce soit au travail ou dans les efforts qu'on doit faire pour arriver à nos fins. Donc l'idée de se faciliter la vie, c'est pas trop dans notre culture. Mais les conséquences de ce modèle-là, elles sont assez terribles. Il y a vraiment un côté très pathogène, mortifère de ces croyances ou de ces valeurs, hein. L'individu, il est éventuellement seul avec sa culpabilité, son sentiment d'échec, son stress. Il perd confiance en soi, il s'auto-dévalorise. La peur de l'échec, c'est quelque chose on va dire, qui stérilise en particulier toute tentative d'innovation. C'est-à-dire que si j'ai peur d'échouer, ben, j'essaye jamais rien. Et ça, c'est quand même un problème, hein. Je préfère rester immobile plutôt que d'essayer quelque chose qui pourrait éventuellement être critiqué parce qu'on va me dire bah, t'as pas réussi, c'est parce que t'as pas assez fait ci ou pas assez fait ça. Le stress que ça génère, hein, il est pathogène, hein. On a des pathologies en particulier cardiaques qui peuvent découler de ça. Et puis on peut aller jusqu'au burn-out et le fait d'avoir cramé toutes ces réserves énergétiques en fait. Le vrai burn-out, c'est pas juste je suis déprimée, je suis fatiguée, allez, je m'arrête 15 jours. Le vrai burn-out, c'est moi, pour être passée par là, faire des photocopies, c'est trop dur. Rester debout 15 minutes, c'est trop dur. Vous avez l'impression d'avoir plus de cerveau. J'ai aussi une amie qui me racontait qu'elle a un matin, elle a mis sa chaussette droite quand elle s'est levée, la chaussette gauche, elle n'a pas le souvenir elle ne sait pas ce qui lui est arrivé. Et à partir de là, elle s'est retrouvée hospitalisée. Et ça fait, elle a mis très longtemps à s'en remettre. Donc le burn-out, c'est pas juste la dépression, c'est vraiment le fait de s'être cramé au bout de ses réserves, en fait, au bout de son potentiel. Pourtant, donc il y a un certain nombre de phrases types qu'on entend, qui nous laissent bien comprendre qu'il y a autre chose que notre capacité d'effort personnel. Par exemple, quand on dit c'est la faute à pas de chance, c'est le hasard, c'est un mauvais coup du sort, j'ai eu du bol. Quand j'ai réussi ou quand j'ai échoué, c'est je dis ah ouais, j'ai réussi, mais j'ai eu un peu de chance quand même. Quand on se dit la chance, c'est toujours pour les autres. Quand on se dit j'aurais mieux fait de rester couché ce matin, demain est un autre jour, la nuit porte conseil, etc., etc. Ce qu'il y a là derrière, c'est que on se rend bien compte qu'il y a des jours où on a eu beau faire notre to-do list la veille en se couchant, ben, rien ne fonctionne comme on avait vraiment prévu. Et puis le lendemain, ben, comme par enchantement, les choses se sont aplanies. Donc on a quand même bien la sensation qu'il y a autre chose que nos efforts et nos compétences propres qui rentrent en ligne de compte. Alors, maintenant, si on passe à la vision chinoise, la vision de la pensée chinoise, que la vision chinoise porte sur l'efficacité, hein, toujours d'après François Julien. L'idée, c'est que le bon général, il va tirer parti de la propension des choses, de la propension des situations. La propension des choses, c'est le titre d'un livre de François Julien, hein, donc il en parle déjà dans le traité de l'efficacité, mais il revient de façon plus approfondie dans un autre ouvrage. Alors, qu'est-ce que c'est que cette propension des situations? L'idée, c'est que les situations, elles ont une dynamique spécifique, une dynamique qui leur est propre, et que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, elles vont se dérouler d'une certaine façon, en tenant compte des parties prenantes d'un système. On n'est pas seul dans ce système. On a, par exemple, on a des concurrents, on a des conjoints, on a des enfants, on a des collègues, on a
on a autre chose, on a des pays autres, on a une évolution de la planète, on a des situations de crise. Par exemple, au moment où je vous parle, on parle du coronavirus et du risque probable de pandémie. Donc ça, bien évidemment, ce sont des choses qui influencent sur ce que nous, on va pouvoir faire ou pas. Et c'est une situation qui va évoluer avec sa dynamique propre, en fait. Donc la propension des situations. Donc là, donc ça, c'est ce qui est intéressant. Donc l'idée du sage chinois, c'est de repérer cette propension des situations et puis de s'insérer dedans. En particulier, si la dynamique de la situation évolue, conduit la situation là où on veut aller, ça ne sert à rien de se fatiguer. C'est un petit peu le présupposé. Alors, ce qui est intéressant dans cette pensée-là, c'est qu'il y a l'idée du système, hein, qui est d'emblée posée sur la table. Donc la pensée chinoise nous offre des outils pour la pensée systémique, en fait. Donc, une chose qui n'est pas forcément aussi naturelle que ça dans notre pensée à nous. Donc à partir de là, le travail du bon général chinois, c'est de s'insérer dans l'agencement naturel des événements pour essayer juste de... Alors, il y a une phrase de Sun Tzu qui dit si tu vois que ton ennemi se rend spontanément à là où tu as décidé de livrer bataille, fais en sorte de lui aplanir toute difficulté. Donc, il y a l'idée de retirer tous les cailloux qui pourraient empêcher, qui pourraient gripper la mécanique à partir du moment où cette mécanique, elle va là où on veut aller. Donc, c'est beaucoup plus simple de tirer parti de cette dynamique naturelle plutôt que d'essayer de compenser. Il y a une petite histoire dans la pensée taoïste, c'est l'histoire du vieux qui voulait, donc il plante un champ, donc il a semé son blé, puis le soir il rentre chez lui, et puis son épouse lui dit, mais t'es épuisé, qu'est-ce qui t'est arrivé, qu'est-ce que t'as fait? Et il dit, voilà, là, je suis épuisée, le blé commence à germer, et j'ai tiré sur les pousses une par une pour les faire pousser plus vite. Donc ça, c'est exactement l'antithèse de ce que nous propose cette notion de propension des choses, c'est-à-dire que derrière la propension des choses, il y a aussi la notion de non-agir, ce qu'on appelle Wu Wei dans la pensée chinoise, ce qui ne veut pas dire ne rien faire, c'est juste la bonne action au moment où elle est nécessaire. Le vieux, il a besoin de bêcher son champ. Il a besoin de semer, il a besoin de veiller à ce qu'il n'y ait pas de parasites qui viennent, il a besoin de retirer les mauvaises herbes, il a besoin d'arroser si c'est trop sec. Mais est-ce qu'il a besoin de tirer sur les pousses une par une? Non. Pourquoi? Parce que le temps va faire cette œuvre-là. Donc l'agencement naturel des événements, c'est de ne pas forcer les choses, mais d'avoir effectivement la bonne action pour aplanir la difficulté, pour dégager les petits cailloux qui pourraient empêcher l'ennemi d'aller là où on a décidé de livrer bataille. Donc pour ça, encore faut-il être capable d'accepter, donc déjà de décoder dans un premier temps cette propension des choses, et puis d'accepter de s'insérer dedans. Donc pour ça, ça veut dire aussi accepter que notre place, elle est peut-être modeste. C'est-à-dire que le propre du bon général qui remporte la victoire sans avoir à livrer bataille, c'est comment on sait que c'est un bon général? Comment on le récompense? C'est quoi les honneurs qui lui sont dus? Alors, il y a une chose, par exemple, qui est frappante dans la pensée chinoise, qui est liée à la médecine traditionnelle chinoise. Le médecin de l'empereur était rémunéré, donc il avait les honneurs tant que l'empereur était en bonne santé. Quand l'empereur tombait malade, là, le médecin était donc arrêté d'être rémunéré, puis il avait intérêt à remettre les choses d'aplomb assez rapidement, sinon ça pouvait mal finir. Donc les honneurs, c'était plus dans le maintien d'une situation d'équilibre que dans le fait dans une guérison miraculeuse qu'il aurait arrachée par une expertise particulière, en fait. Donc c'est l'idée d'une place modeste, de maintien de l'équilibre,
et l'idée aussi d'économie de ses forces déjà, puis l'économie de ressources. C'est-à-dire que quand on conquiert un pays, donc Sun Tzu est plein de ressources dans ce genre de choses. Hein. C'est-à-dire qu'il va, en fait, il va dire, par exemple, si vous voulez conquérir un pays, commencez par vous octroyer les faveurs de la population. Faites en sorte que la population vous aide. D'abord parce que ce sera beaucoup plus facile de conquérir ce pays, et puis surtout, vous allez récupérer un pays qui sera dans la pleine possession de ses moyens de production. C'est-à-dire que quand vous conquérez Troie en le détruisant, vous conquérez une terre morte dans laquelle vous ne pouvez plus rien faire en réalité. Donc ça paraît un peu inutile en fait, ça paraît un peu vain. Donc l'idée, c'est que le temps fait partie de l'équation. Le temps, il est une force agissante, hein, tout comme le lieu, on va y revenir. Mais il y a l'idée de maturation. Une situation, elle mûrit un peu comme un fruit. Et le fruit, on le cueille quand il est mûr, ni trop tôt, ni trop tard.